Bonjour, je m'appelle Sonia Paradis et je me suis posé la question, est-ce que les neurotypiques intègrent bien les autistes à la société? D'abord, j'aimerais dire que je ne suis pas une spécialiste en autisme. J'ai un baccalauréat en biochimie et une maîtrise en microbiologie-immunologie. Je me suis simplement intéressée à l'autisme à un moment donné dans ma vie. En 2015, j'ai lu le livre Les personnes autistes et le choix professionnel écrit par Émilie Robert. Émilie Robert est une conseillère d'orientation au Collège Montmorency. Elle consacre sa pratique aux étudiants avec un handicap, particulièrement aux autistes. Ensuite, à partir de 2016 jusqu'à maintenant, j'ai suivi des formations avec la clinique SACAD. Donc, dans le parcours de formation pour la parenté d'autistes, désolé, le premier cours parle de la structure du cerveau autistique. Le deuxième cours, nous apprenons le langage saccade conceptuel. Ensuite, dans le troisième cours, nous apprenons sur les émotions des autistes. Et le quatrième cours, j'attends qu'il soit prêt. Aussitôt qu'il sera prêt, je vais vouloir le prendre. Ces cours ne sont pas gratuits. Il faut payer, mais ils sont disponibles en ligne. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, il y a aussi des capsules gratuites, beaucoup plus courtes, qui sont très, 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 très éducatives. Je les suggère à n'importe qui veut s'informer sur l'autisme. Le site SACAD est plein de ressources, mais il y a aussi la page Facebook qui est très intéressante. Soit dit en passant, j'aimerais clarifier que je ne suis pas payée par la clinique SACAD. Si je parle de la clinique SACAD et du langage SACAD conceptuel, c'est simplement parce qu'il me semble que cette clinique-là est une très bonne clinique. Bon, ensuite, en 2017, j'ai lu le livre L'autisme expliqué aux non-autistes, écrit par Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles. Brigitte Harrison est travailleuse sociale et autiste de haut niveau. Elle est cofondatrice de la clinique SACAD et inventrice du langage SACAD conceptuel. Lise Saint-Charles est superviseure et spécialiste du trouble du spectre de l'autisme. Elle est cofondatrice de la clinique SACAD. Ensuite, en 2019, j'ai lu le livre L'estime de soi et l'autiste, écrit aussi par Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles. Qu'est-ce que j'ai appris avec toutes ces formations et tous ces livres? D'abord, j'ai appris que jusqu'à la fin de 1990, on ne savait pas grand-chose sur l'autisme. C'est seulement avec la sortie du DSM-4, DSM c'est pour Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, donc la version 4, et ainsi que le DSM-4R, là, il parlait du trouble envahissant du développement. Le TED incluait l'autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger, le TED non spécifié, ainsi que quelques autres conditions. Depuis 2013, le DSM-5 parle plutôt de troubles du spectre de l'autisme. Le TSA se caractérise d'après le DSM-5 selon 4 critères. 1. Déficit persistant dans la communication et l'interaction sociale. 2. Activité ou intérêt restreint et répétitif. 3. Symptômes présents depuis la petite enfance, mais ils peuvent passer presque inaperçus. 4. L'ensemble des symptômes limitent et altèrent le fonctionnement quotidien. Les niveaux de gravité du TSA sont selon le type de soutien dont la personne a besoin. La personne autiste peut avoir besoin d'une assistance occasionnelle, fréquente ou constante. J'ai appris aussi que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Là où les causes précises ne sont pas encore identifiées, il pourrait y avoir des causes génétiques ainsi que des causes environnementales. Parmi les causes environnementales, ici j'ai mis seulement quelques exemples, il pourrait possiblement y avoir certains médicaments pris durant la grossesse qui pourraient augmenter les risques d'avoir un enfant autiste. Aussi, la mauvaise santé de la mère pendant la grossesse
pourrait possiblement augmenter les risques d'avoir un enfant autiste. Les vaccins ne causent pas l'autisme. Ensuite, l'autiste peut montrer de l'hyperréactivité ou de l'hyporéactivité à certains stimuli. Donc, par exemple, il pourrait y avoir de l'hyperactivité ou de l'hyporéactivité tactile, auditive, visuelle, olfactive, gustative ou sensorielle. Ici, sensorielle, je veux dire, certaines personnes pourraient moins ressentir la douleur physique ou la faim. Le cerveau autistique prend plus de temps à traiter l'information que le cerveau neurotypique. Aussi, le cerveau autistique prend plus de temps à se connaître. Ce faisant, il prend plus de temps à se tourner vers les autres. Il y a 3 modes de pensée autistiques, en images, en mots ou en motifs. Le cerveau autistique réfléchit plus du côté de la perception plutôt que du côté du relationnel. Donc, on pourrait dire que l'autisme est une cécité sociale. L'autiste apprend plus difficilement par imitation que l'individu neurotypique. Ça veut dire qu'il vaut mieux expliquer les choses, même celles qui semblent évidentes pour les neurotypiques. Par exemple, comment se présenter, comment mieux connaître une personne qu'on ne connaît pas ou peu, comment s'intéresser à la vie des autres. L'autisme ne se guérit pas en essayant de faire cesser les manifestations autistiques. Aussi, les outils en orientation scolaire et professionnelle utilisés pour les neurotypiques ne fonctionnent pas avec les autistes. L'autiste peut progresser s'il reçoit l'aide appropriée. Ensuite, le langage saccade conceptuel et les supports visuels améliorent la communication entre les autistes et les non-autistes et peuvent aider les autistes à progresser. Donc, j'ai dit tantôt que le TSA est un trouble neurodéveloppemental. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans le fond, le point de comparaison est le développement des neurotypiques. Donc, ici, j'ai mis quelques exemples de développement des neurotypiques. C'est un très petit échantillonnage. Donc, par exemple, à la naissance d'un bébé à terme, le bébé va réveiller ses parents la nuit et le jour, donc à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, parce qu'il a faim. Donc, il ressent sa faim. Par contre, il n'a pas encore conscience de ses mains. OK? Donc, entre 1 mois et 12 mois, le bébé prend de plus en plus conscience de ses mains. Vers 12 mois, il peut pointer, toucher et se servir de ses doigts comme d'une pince. Entre 6 et 9 mois, le bébé découvre le visage de ses parents. Il peut même mettre ses doigts dans leur bouche. Entre 12 et 15 mois, le bébé regarde les autres dans les yeux. Déjà. Entre 15 et 18 mois, l'enfant aime jouer à côté des enfants de son âge, mais ils ont chacun leur activité. Entre 1 an et 5 ans, le langage se développe. Entre 4 et 5 ans, l'enfant coopère avec les autres enfants. Donc, on voit une différence entre 15 et 18 mois, ils ne coopéraient pas, ils jouaient chacun de leur bord, mais entre 4 et 5 ans, là, ils vont commencer à coopérer avec les autres enfants. Entre 7 et 8 ans, l'enfant peut mieux détecter ce que l'autre pense et ressent. Il devient meilleur à résoudre des conflits. Donc, vous voyez ici, là, je reviens ici. Ça, c'est le développement normal du cerveau, donc un cerveau neurotypique. Chez l'autiste, on peut voir que certaines de ces étapes-là, il va y avoir un blocage. Donc, ça peut prendre plus de temps à se développer. Mais, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le cerveau autiste n'est pas figé dans le temps. S'il y a un blocage à quelque part, il y a encore moyen de l'aider à passer cette étape-là. Ça lui prend juste du support. Donc ici, j'ai mis des exemples de personnes autistes qui ont progressé. Donc, nous avons l'exemple de Temple Grandin, née en 1947. Elle était incapable de parler à l'âge de 4 ans. À 2 ans, elle a reçu un diagnostic de dommage au cerveau. Par contre, quand elle a été rendue adulte, assez vieille même,
elle a passé une imagerie cérébrale et c'était clair qu'elle n'avait pas de dommages au cerveau. Donc, ce diagnostic était mauvais. Elle a fini par parler et elle est allée à l'école. Elle est allée à l'école très, très longtemps puisqu'elle a eu son doctorat en sciences animales. Elle est maintenant professeure à la Colorado State University et elle est l'auteure de plusieurs livres sur l'autisme. Elle est conférencière et elle a aussi inventé des appareils. Bon, ensuite, je vais vous parler de Bridget Harrison, qui est née en 1961. Elle a reçu un diagnostic d'autisme de haut niveau à l'âge adulte, après avoir eu des idées suicidaires. Donc, si vous vous souvenez, en 1961, on ne connaissait pas encore grand-chose sur l'autisme. Donc, quand elle était jeune, les gens n'ont pas vu qu'elle pourrait être autiste. Donc, c'est beaucoup plus tard qu'elle a demandé de l'aide et finalement, elle a reçu un diagnostic d'autisme. Bridget Harrison, si vous regardez les capsules sur le site SACAD, des fois, vous allez la voir avec un objet dans les mains. Donc, c'est un objet de gestion autistique et ça l'aide à plus facilement faire ses chroniques. Donc, je l'ai déjà présenté plus tôt. Elle est travailleuse sociale et aujourd'hui, elle est cofondatrice de SACAD, le Centre d'expertise en autisme à Québec, inventrice du langage SACAD conceptuel. Donc, elle aide beaucoup les neurotypiques et les autistes à mieux se comprendre et elle a écrit beaucoup de livres sur l'autisme. Ensuite, j'aimerais vous parler de Cody Lee, né en 1996. Lui, il est né aveugle et a reçu un diagnostic d'autisme en bas âge. Ce qui est particulier avec Cody Lee, c'est que maintenant, il chante et il joue au piano de façon merveilleuse, à tel point qu'il a même été le grand gagnant de la saison 14 de America's Got Talent. Donc, je vous invite, si ça vous tente, d'aller trouver sur Internet l'audition de Cody Lee. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant de le voir sur scène avec sa mère qui le présente. Et sur le coup, on se pose des questions parce que son langage n'est pas fluide. Mais à partir du moment où il commence à chanter et à jouer du piano, il maîtrise tout ça de façon extraordinaire. Donc, je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, je vais vous parler de Max Park, né en 2001. Lui, il a eu un diagnostic d'autisme à 2 ans. Très jeune, ses parents ont vu qu'il avait de la difficulté avec sa motricité fine. Et puis, à un moment donné, ils voulaient lui montrer différentes choses pour développer sa motricité fine. Et à un moment donné, ils lui ont montré un cube Rubik et comment le résoudre. Et ça l'a vraiment beaucoup intéressé. Et il a beaucoup développé sa motricité fine en résolvant le cube Rubik, et à tel point qu'il est maintenant champion mondial de cube de vitesse, qu'on appelle aussi le speed cubing. Maintenant, je vais vous parler d'un cas d'un autiste vraiment au bout du spectre, très, très, très autonome. C'est l'histoire de Gabriel que j'ai prise dans le livre Les personnes autistes et le choix professionnel. Donc, Gabriel, il est premier de classe dans le programme enrichi de son école. Il est inscrit au collège en sciences naturelles. À l'âge de 4 ans, il ne parlait pas. On lui a donné un diagnostic de dysphasie. Par contre, vers 5 ans, son langage s'est développé rapidement. Et lui, il n'a pas dit ses premiers mots. Il a dit sa première phrase, avec une grammaire et une syntaxe parfaite. Donc ça veut dire que le diagnostic de dysphasie n'était pas le bon. Parce que quelqu'un qui a la dysphasie a des difficultés de langage pendant toute sa vie. Ça peut s'améliorer, mais il va y avoir des difficultés toute sa vie. Donc, la dysphasie, ce n'était pas le bon diagnostic. À sa dernière année de secondaire, il a reçu un diagnostic de syndrome d'Asperger. Ça, c'est assez intéressant. Gabriel est très curieux et il avait lu sur le TSA.
Donc, c'est lui-même qui a suggéré à sa mère de passer un test pour voir s'il était autiste. Parce que sa mère, elle n'a jamais vu qu'il pouvait être autiste. Donc, les tests ont confirmé son diagnostic et Gabriel était soulagé de pouvoir enfin mettre un nom sur sa différence. Donc, quand il arrive au cégep, il rencontre Émilie Robert parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Grâce à son dossier scolaire, il pourrait étudier en médecine. Et il s'intéresse aussi à la psychologie. Et il joue très bien du piano. Il a d'ailleurs l'oreille absolue. Il est aussi synesthète. Donc, dans son cas, chaque note de musique a sa propre couleur. Si vous ne savez pas c'est quoi la synesthésie, c'est le cerveau qui mélange des sens. Voilà. Donc, à première vue, on ne dirait pas que Gabriel est autiste, tellement il est autonome. Hein? Et aussi, il parle très bien et il apprend facilement dans les matières académiques et en musique. Mais, d'après le DSM-5, on voit, entre autres, qu'il y a un déficit persistant dans la communication. Donc, quand Gabriel est allé voir Émilie Robert, elle savait qu'il fallait adapter sa communication à Gabriel, même si son autisme est vraiment très, très, très au bout du spectre. Donc, comment est-ce qu'on communique avec les autistes à l'école ou au travail et même à la maison? Mais pour ceux qui rencontrent des autistes à l'école ou au travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, à la place d'être vague, évasif ou utiliser des métaphores, c'est mieux d'être le plus spécifique possible dans les propos et de vérifier la compréhension des propos. À la place de parler trop vite, c'est mieux de parler à un débit similaire à la personne autiste. À la place de communiquer seulement oralement, c'est mieux de varier les formes de communication et surtout avoir un support visuel à portée de main. À la place de s'attendre à ce que la personne autiste exprime aisément ses émotions, c'est mieux d'orienter la discussion sur les faits plutôt que sur les émotions. À la place d'insister sur le contact visuel, c'est mieux de regarder la personne autiste, mais pas nécessairement dans les yeux. Et aussi, il ne faut pas exiger le contact visuel. À la place de s'attendre à ce que la personne autiste comprenne le langage non verbal, c'est mieux d'expliciter le langage non verbal. Et à la place de meubler les silences, c'est mieux de laisser des silences. Ça leur permet de réfléchir. Donc, l'autisme chez les individus plus autonomes est plus difficile à détecter. Hein? Et d'ailleurs, ils ne font pas de crise autistique. Ils bougent de façon fluide et ils parlent de façon fluide, quoique la parole peut se développer plus tard que chez les neurotypiques. Les manifestations autistiques chez ces autistes sont beaucoup plus subtiles. Par exemple, un professeur ou un conférencier autiste n'a pas de difficulté à parler de son domaine d'expertise à une foule, mais il peut montrer de l'anxiété pendant un dialogue avec une ou quelques personnes. En fait, le dialogue comporte une série d'actions complexes. Hein, les neurotypiques, on ne s'en rend pas compte, mais oui, c'est complexe. Il faut écouter ce que l'autre dit, comprendre le sens des mots, puis émettre une réponse. Donc, dans un dialogue, il y a plusieurs étapes, mais aussi n'importe quel sujet peut être abordé, incluant un sujet non connu de l'autiste. Un autre exemple, un individu peut montrer une facilité à parler du sujet qu'il aime, mais une difficulté à parler de soi et ou d'aborder des sujets personnels tels que loisirs, goûts, études, profession, santé, enfants avec les autres. Il est plus perceptif, moins relationnel. Cela peut engendrer une difficulté à se faire de nouveaux amis ou à rencontrer un ou une amoureuse. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller voir des séries documentaires sur Netflix qui s'appellent Love on the Spectrum. Et les autistes qui veulent rencontrer un amoureux ou une amoureuse, on voit qu'ils ont de la difficulté à juste... Ils se demandent, mais de quoi on parle quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Donc, il y a des spécialistes en autisme qui viennent les voir avec papier-crayon et qui leur expliquent, qui leur donnent des idées comment parler à une personne qu'on ne connaît pas.
Donc, même pour les parents d'enfants autistes, même si le contexte, Love on the Spectrum, c'est dans un contexte amoureux, les suggestions de questions à poser peuvent s'appliquer aussi pour essayer de se faire de nouveaux amis. La personne autiste, au bout du spectre, très autonome, peut aussi donner l'impression de ne pas écouter l'autre dans une conversation, alors qu'il a possiblement simplement besoin de plus de temps que le neurotypique pour traiter l'information reçue. Non, c'est ça. Ça s'applique à la personne autiste plus autonome, mais bien sûr, ça s'applique aussi à tous les autistes. On peut avoir aussi un autiste qui apprend tout très facilement. Dans le fond, on pourrait dire que ce sont des encyclopédies sur deux pattes. Ces individus-là peuvent paraître arrogants aux yeux des neurotypiques. En fait, ils sont simplement très à cheval sur l'exactitude. Donc, vous voyez, avec l'exemple de Gabriel, c'est tout aussi important de diagnostiquer l'autisme chez les autistes plus autonomes que chez les autistes moins autonomes, afin de leur fournir l'assistance dont ils ont besoin. Maintenant, je vais vous parler très brièvement du langage saccade conceptuel. Comme j'ai dit, je ne suis pas une spécialiste en autisme, donc ce n'est pas mon expertise de vous expliquer les outils saccades en détail. Pour ça, il y a les formations saccades. Mais je voudrais juste faire un parallèle avec mon expérience en sciences. Donc, en sciences, nous avons plusieurs outils que nous utilisons pour communiquer. Ça peut être des graphiques, des tableaux, des diagrammes, des arbres phylogénétiques, des schémas, des illustrations, etc. Tous ces outils aident à la synthèse lorsqu'il y a trop de données à analyser par le cerveau neurotypique et aussi ils aident à la communication entre neurotypiques. Les outils saccades, je trouve qu'ils ont beaucoup de ressemblances avec les outils qu'il y a en sciences. Ils aident aussi à la compréhension de... en fait, ces outils-là aident à la compréhension de concepts de la vie de tous les jours. Et aussi, ils aident à la communication entre les autistes et les neurotypiques. Ils sont aussi différents des pictogrammes. Les pictogrammes n'ont pas de mots. Okay? Donc, les pictogrammes sont très utiles pour les individus autistes qui ne sont pas capables de lire encore. Mais les outils saccades, là, deviennent très utiles pour les autistes qui savent lire. Dans les deux cas, dans les outils en sciences et les outils du langage saccade conceptuel, ils utilisent le positionnement dans l'espace des éléments clés afin de simplifier la réflexion. Ils aident aussi à faire des liens entre les éléments clés et ou à les comparer, donc aident à la compréhension. Aussi, dans les deux cas, on peut utiliser la langue de notre choix. Un tableau, on peut le faire en français, en anglais, en allemand, en espagnol, peu importe. Donc, c'est la même chose avec les outils du langage saccade conceptuel. Ici, j'aimerais donner une petite note. Les outils du langage saccade conceptuel sont plus utiles pour les autistes moins autonomes. Certains outils du langage saccade conceptuel peuvent être utiles aussi pour les autistes plus autonomes. Les autistes plus autonomes sont plus flexibles dans les outils de communication. Par exemple, on pourrait montrer une application informatique et ses fonctionnalités plutôt que de simplement en parler. Comme on a vu, c'est bon d'utiliser des supports visuels avec les autistes. Bon, donc, maintenant que je vous ai parlé de ce que j'ai appris avec mes formations et en lisant sur l'autisme, j'aimerais vous partager quelques expériences personnelles. Donc, ici, que j'essaie de représenter, c'est une entrevue. Donc, dans le fond, ici, nous avons une personne qui était au Canada et qui posait des questions et qui écoutait un candidat qui était localisé aux États-Unis. Donc, le candidat, c'est l'individu qui avait postulé sur un emploi. Et il y avait un groupe de personnes aux États-Unis dans la même salle qui lui posaient des questions pour savoir si ce candidat était la bonne personne pour le poste affiché.
Donc, ici, j'ai mis des combinés téléphoniques parce que à ce moment-là, ce n'était pas une vidéoconférence, c'était vraiment une téléconférence. Donc, la personne située au Canada pouvait seulement entendre le candidat et aussi parler au candidat. Donc, après l'entrevue, il y a eu un caucus et l'individu au Canada qui a écouté le candidat trouvait qu'il serait un bon choix pour le poste offert parce qu'il avait donné de très bonnes réponses. Par contre, les individus qui avaient vu le candidat ne trouvaient pas qu'il était un bon choix parce qu'il ne les avait pas regardés dans les yeux de toute l'entrevue. Bon. Ça, cette histoire-là m'a été racontée après que j'ai commencé à faire mes formations et à m'informer sur l'autisme. Donc, dès que j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, le candidat est peut-être autiste. Je trouve que de rejeter un candidat juste parce qu'il ne regarde pas les gens dans les yeux est injuste. Je trouve que c'est de la discrimination. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à quelqu'un aux ressources humaines. Ici, j'aimerais vous parler d'une autre expérience personnelle. Donc, j'étais à un salon de l'emploi et je me trouvais au kiosque de ma compagnie pour répondre aux questions des gens. Il y a un individu qui a commencé à me poser des questions sans me regarder dans les yeux. Donc, je me suis dit, il est peut-être autiste et j'ai essayé de répondre à ses questions du mieux que j'ai pu. Bon, donc, j'ai essayé, mais comme vous pouvez voir au salon d'emploi, il y avait beaucoup de monde autour qui parlait, hein? Donc, il y avait une grande foule. Et moi, j'essayais de le comprendre, je le regardais, mais cet individu-là avait tendance à parler de côté. Et j'ai trouvé que c'était difficile de le comprendre parce que sa voix allait de côté. Donc, elle n'allait pas facilement dans mes oreilles. Aussi, si cet individu-là m'avait fait face, j'aurais peut-être pu lire des mots sur ses lèvres. Ça aurait été plus facile pour moi de le comprendre. Donc, c'était pénible parce que je perdais des mots qu'il me disait. Donc, moi, je sais que les autistes peuvent ne pas regarder les individus dans les yeux. Je n'exige pas que les gens me regardent dans les yeux, mais j'aurais tout de même préféré qu'ils me fassent face pour que sa voix aille dans mes oreilles et pour que je puisse voir ses lèvres. J'aimerais dire ici que, bon, je n'impose pas aux gens de me regarder dans les yeux et une des raisons pour laquelle je ne l'impose pas, je me réfère à moi-même. Si on me demande de calculer 83 fois 4 sans support visuel, je vous le dis, là, moi, je vais avoir besoin d'utiliser mon tableau intérieur et je vais devoir vraiment me concentrer sur mon tableau intérieur. Et pendant ce temps-là, je ne pourrai aucunement regarder les expressions du visage de l'interlocuteur en même temps. Je ne peux pas faire les deux en même temps, c'est impossible. Donc, ma compréhension est que les autistes qui ne regardent pas ou peu les visages des autres ont plus souvent besoin que les neurotypiques d'avoir accès à leur tableau intérieur. Et je trouve que c'est important de leur donner cette possibilité d'accéder à leur tableau intérieur. J'aimerais aussi souligner que si un autiste et un neurotypique utilisent un support visuel, dans ce cas-là, les ondes sonores des voix vont aller vers le support visuel. Mais ce support contient les éléments clés et les liens entre eux, donc ça va faciliter la communication. J'aimerais parler aussi d'une autre expérience. Donc, dans ce cas-là, j'ai assisté à une formation donnée par une entreprise spécialisée dans l'aide aux personnes cherchant un emploi. Durant l'heure consacrée à la préparation d'une entrevue et à l'entrevue elle-même, la formatrice a souvent mentionné de faire attention à notre langage non verbal et à celui des autres qui passent l'entrevue. Après le cours, je suis allée demander à la formatrice quels étaient les trucs donnés aux autistes en recherche d'emploi, considérant que les autistes ont souvent un langage non verbal inhabituel
et que souvent ils lisent difficilement le langage non verbal des autres. La formatrice a répondu en disant que mon commentaire était intéressant. Récemment, ils avaient reçu une demande d'aide de la part de parents qui ne comprenaient pas pourquoi leur fils, qui avait des diplômes universitaires, n'arrivait pas à se trouver un emploi. Donc moi, j'ai trouvé la réponse intéressante, mais j'ai bien vu qu'elle a contourné ma question. Là. Elle n'a pas véritablement répondu à ma question. Donc, j'en ai conclu que cette entreprise n'avait aucun truc adapté aux autistes en recherche d'emploi. J'ai trouvé cette situation très triste, puisque les autistes éduqués et diplômés est une sous-population qui rencontre de grandes difficultés à se trouver un emploi à la mesure de leurs compétences. En lisant le livre Les personnes autistes et le choix professionnel, j'ai vu que ça pourrait peut-être être mieux de demander de l'aide auprès d'organismes qui aident les personnes avec un handicap. Ces organismes semblent en mesure de donner plus de support aux personnes autistes en recherche d'emploi. Bon, donc, voici mes réflexions sur les expériences que je vous ai mentionnées. Une personne qui connaît des bases sur l'autisme, donc moi, à partir du moment où j'ai commencé à lire et à suivre les formations, oui, des fois, je rencontre des individus et ils ont des comportements que je trouve un peu bizarres. Mais je peux me référer à ces formations-là, à mes lectures, et je peux avoir une hypothèse. Cet individu-là est peut-être autiste. Donc, si c'est un parent qui a un enfant qui a un comportement un peu inhabituel, peut aller rechercher de l'aide de la part d'un spécialiste. L'autre chose aussi, on peut s'adapter à cet individu-là ou on peut apporter des accommodements. Donc, moi, je trouve que le fait d'avoir des bases en autisme, ça peut aider à l'intégration des autistes dans la société. Par contre, si un individu ne connaît rien sur l'autisme ou très peu de choses, et il voit ces mêmes manifestations inhabituelles, l'individu va se dire c'est bizarre et il n'aura pas d'hypothèse qui explique le comportement bizarre. Donc, cette incompréhension des manifestations autistiques, je pense que ça peut augmenter les risques de rejet. Donc, l'exemple de l'entrevue où l'individu qui ne voyait pas le candidat trouvait que c'était un bon candidat, mais les gens qui l'ont vu, le candidat, disent non, 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 ce n'est pas un bon candidat juste parce qu'il ne les a pas regardés dans les yeux. Je trouve que c'est un très bon exemple de méconnaissance de l'autisme et de rejet à cause de l'incompréhension et de l'ignorance sur l'autisme. Donc, à mon avis, une meilleure connaissance de l'autisme dans la population en général est nécessaire à l'intégration des autistes à la société. Donc, si on en connaît mieux, on pourrait mieux différencier des troubles avec des symptômes semblables. Hein, j'ai donné l'exemple Temple Grandin, on pensait qu'elle avait un dommage au cerveau. Gabriel, on pensait qu'il faisait de la dysphasie. Mais non, c'était de l'autisme. On peut aussi faire des analogies avec différents troubles de l'œil. Hein? Par exemple, si on regarde des feux de circulation, les feux de circulation qui ont différentes formes, en plus d'avoir différentes couleurs, sont une adaptation pour les gens qui sont daltoniens. Donc, ici, j'aimerais vous lister des accommodements qu'on peut faire qui ont été suggérés par Émilie Robert dans le livre Les personnes autistes et le choix professionnel. Donc, d'abord, donner des consignes claires par écrit. Donc, ça aide l'autiste à ne pas perdre d'énergie à essayer de comprendre, ça diminue son anxiété, ça augmente sa productivité. On peut fournir un local tranquille ou laisser à l'autiste quelques moments de solitude. Par exemple, sur l'heure du dîner, pour aller manger tranquille. Ça peut l'aider à se détendre, à se recentrer ou à évacuer le trop-plein d'informations. Si c'est possible, on peut aussi adapter l'horaire des cours ou de travail. Ça permet un meilleur respect des périodes plus productives de l'autiste.
On peut aussi discuter avec la personne de son désir de faire connaître sa situation à ses collègues de classe ou de travail. La plupart des autistes préfèrent que les gens autour d'eux le sachent, mais certains autistes préfèrent que leurs conditions restent secrètes. Il faut aussi vérifier si certains stimuli, odeur, bruit, lumière, température de la pièce, mobilier, code vestimentaire, uniforme, sont pénibles et apporter les accommodements nécessaires. Donc ici, j'ai mis un exemple, les néons. Les néons, ça peut déranger beaucoup les autistes. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas constante. Hein? L'intensité augmente, diminue, elle augmente, elle diminue, elle augmente, elle diminue. Donc, pour un individu neurotypique, il va avoir cette fluctuation d'intensité. Le cerveau va rapidement conclure que c'est comme ça, c'est pas important et il ignore la fluctuation. Par contre, il y a des autistes, quand ils voient augmentation d'intensité, diminution, augmentation, diminution, augmentation, diminution, ils ne font pas cette synthèse et ils ont de la difficulté à ignorer cette information-là qui rentre par leurs yeux et ça va les déconcentrer. On peut aussi, si le budget le permet, leur fournir un téléphone intelligent. Donc, ça peut les aider à se repérer géographiquement et ça peut aussi aider à la communication par écrit. On peut aussi, si le budget le permet, fournir une tablette ou un ordinateur portable. J'ai dit, il y a des autistes qui ont une difficulté dans leur motricité fine. Donc, en tapant leur texte, ça va aider à la communication par écrit. Sinon, la main d'écriture, pour certains, peut être très, très difficile à lire. Il peut y avoir aussi des logiciels de prise de notes ou de traitement de texte, si le budget le permet. Donc, ça aide à la synthèse ou ça peut aider à la correction de texte. Bon, donc j'ai dit que des bases sur l'autisme pourraient être enseignées, par exemple. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est important, je pense, à la population en général d'avoir des bases sur l'autisme. Et je pense que ça pourrait être enseigné dans le cours de biologie au secondaire. Tout comme on enseigne les différents troubles de la vision. Hein, on apprend un peu sur la cécité, la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, l'astigmatisme, le daltonisme. Au moins, on sait que ça existe. Hein? De telle sorte que si on voit quelqu'un qui semble, par exemple, avoir des yeux tout petits comme ça, là, puis se tirer le cou là, comme s'il voulait voir mieux plus loin, comme moi, ben, on peut se dire, oh, peut-être que l'individu est myope, ce serait bien d'aller voir un spécialiste. Donc, en reconnaissant mieux les comportements qui pourraient être associés à l'autisme, ben, ça aide à plus facilement détecter les manifestations autistiques et d'aller chercher de l'aide et de s'adapter. Des bases sur la communication avec les autistes ainsi que les accommodements possibles pour les autistes pourraient être donnés. Je trouve que c'est très, très, très important d'accepter la différence. En effet, nous acceptons que les personnes non-voyantes ne nous regardent pas dans les yeux. Hein? Nous savons que même si les personnes non-voyantes ne nous regardent pas dans les yeux, elles nous écoutent. Ben, on pourrait bien accepter aussi que les personnes autistes qui ne nous regardent pas dans les yeux nous écoutent. Donc, on pourrait les laisser ne pas nous regarder dans les yeux. Nous acceptons que des gens portent des lunettes. Alors, nous pourrions bien accepter que des personnes autistes utilisent un objet de gestion autistique. S'il n'y a pas de nécessité d'utiliser les deux mains en même temps, ben, la personne pourrait utiliser son objet de gestion autistique. Nous nous ajustons bien aux daltoniens, tel que j'ai dit, en installant des feux de circulation de formes différentes. Nous pourrions bien nous ajuster aux autistes en remplaçant les néons, qui en donnent une intensité de la lumière qui fluctue, par des lumières à intensité stable, telles que des DEL, dans les écoles et les lieux de travail. Et puis aussi, pour la bonne santé générale des gens, nous ajoutons des salles pour faire de l'exercice de plus en plus sur les lieux de travail. Nous pourrions bien ajouter des lieux tranquilles aussi pour les autistes.
Donc, je reviens sur ma question d'origine. Est-ce que les neurotypiques intègrent bien les autistes à la société? Mes observations me font dire qu'il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Trop de neurotypiques ne connaissent rien ou pas assez de choses sur l'autisme. Quand ils rencontrent une personne autiste, ils risquent de ne pas comprendre les manifestations autistiques, de donner une étiquette de bizarre. Mais le pire, c'est que là, il y a un risque plus grand de rejeter la personne autiste. Donc, le rejet dû à l'ignorance fait du mal aux personnes autistes. Aussi, les écoles et les lieux de travail pourraient être mieux adaptés aux autistes. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'autisme, c'est un spectre, OK? Oui, il y en a des autistes qui ont besoin d'une assistance constante et ils vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'aide, mais il y a aussi beaucoup d'autistes qui peuvent contribuer à la société et je trouve que de les rejeter juste parce qu'ils sont bizarres, c'est gaspiller des temps. Donc, j'aimerais beaucoup remercier les neurotypiques qui font des efforts pour mieux comprendre l'autisme, aider les autistes à progresser, à ceux aussi qui s'adaptent aux autistes et ceux qui intègrent les autistes à la société. Donc, merci beaucoup à tous ces neurotypiques-là. Merci aux autistes qui prennent le temps d'expliquer aux neurotypiques comment leur cerveau fonctionne. Donc, merci beaucoup à Temple Grandin, à Bridget Harrison et aux autres qui ont écrit et qui expliquent comment ça fonctionne dans leur cerveau. Et je vous remercie aussi beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée.